Bienvenue sur ce nouvel épisode de Conseil de sécurité, co-animé par Thomas Junot et moi, Sarah-Myriam Martin-Brûlé. Ce balado est une coproduction du Réseau canadien sur la défense et la sécurité et du Réseau d'analyse stratégique. Aujourd'hui, nous discutons avec José Aranas. Monsieur Aranas est avocat de formation espagnol, spécialisé sur la loi constitutionnelle, les droits humains et les enjeux électoraux. Il cumule 27 ans d'expérience professionnelle, dont 20 affectations sur le terrain. Monsieur Aranas a été conseiller juridique et directeur intérimaire Afrique pour The International Institute for Democracy and Electoral Assistance et conseiller juridique pour le secrétaire général et pour le ministère des Affaires étrangères espagnol. Directeur adjoint du Bureau des droits humains au Soudan, en Irak, et spécialiste des droits humains au Rwanda et en Bosnie. M. Aranas a été chef des affaires électorales en Irak et membre de la commission électorale en Afghanistan. Il a également eu des affectations liées aux élections au Timor oriental, au Kenya, en Bosnie et au Guatemala. M. Aranas a travaillé en Croatie sur les enjeux humanitaires et au Burkina Faso pour la promotion de la démocratie. José Aranas a été chef de cabinet au Bureau des Nations unies au Burundi. En 2015, il se joint à la MONUSCO comme directeur du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme en République démocratique du Congo. José Aranas est aujourd'hui représentant et directeur au Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme. Monsieur Aranas, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette opportunité. Alors, Monsieur Aranas, comme première question, peut-être un petit peu sur votre background. Vous avez commencé votre carrière comme avocat en Espagne, comme spécialiste des enjeux constitutionnels, des droits de la personne, des questions électorales. Qu'est-ce qui vous a éventuellement mené vers une carrière au sein du système des Nations unies? Oui, merci beaucoup pour la question. En fait, je n'ai pas jamais pratiqué comme avocat en Espagne. J'étais avocat de formation et j'ai commencé ma carrière internationale quand j'étais encore à l'université. J'avais encore des sujets pendant que pour finaliser la carrière. Quand j'ai commencé comme officier des affaires humanitaires pour l'Union européenne pendant la guerre en Croatie et à la Bosnie. Alors, pour moi, la formation en tant que juriste était importante pour me donner une base académique, mais je n'ai pas jamais travaillé comme avocat à l'Espagne. Et c'est la formation comme juriste qui m'a ouvert les portes pour plusieurs des postes de travail que j'ai eu après comme conseiller juridique à IDEA à Stockholm ou conseiller légal pour les affaires électorales à l'Afghanistan et à Irak. Mais surtout, c'était l'expérience pratique dans le terrain et qui m'a montré les chemins et la route de ma carrière qui était progressive, mes responsabilités, mais aussi l'exposition aux collègues et aux situations différentes dans différents pays et continents. Vous êtes aujourd'hui directeur au commissariat des droits de l'homme. Quels sont pour vous les principaux défis pour la promotion des droits humains au niveau mondial? Je pense à ce moment, les problèmes principaux, c'est la division qu'il y a dans toutes les affaires multinationales, la question qui se pose sur tous les systèmes des Nations Unies, une tendance préoccupante au nationalisme et aux solutions unilatérales qu'on a constatées dans la pandémie du Covid. On a vu une tendance bien préoccupante de revenir et revertir sur les institutions nationales comme solution aux problèmes globaux. Le monde à ce moment présente plusieurs défis qui demandent une solution globale et les institutions multilatérales ont été jusqu'à un point
comment on peut dire, questionné pour les institutions nationales. Par exemple, l'Union européenne n'était pas capable de montrer une solution efficace à la pandémie. Les Nations Unies, le Conseil de sécurité est vraiment paralysé. Paradoxiquement, le Conseil des droits humains, qui c'est plus démocratique et égalitaire que Conseil de sécurité, ça montrait comme un forum très intéressant pour les discussions en matière de droits humains au niveau global, même s'il y a des pays comme les États-Unis qui sont sortis du Conseil des droits humains. Et je pense que nous avons constaté aussi qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau mondial qui surpassent les frontières nationales. Par exemple, l'inégalité et les problèmes de sous-développement comme sur les conflits. Par exemple, les questions de la gestion de la pandémie. Par exemple, les questions des conflits surnationaux. Alors, l'autre problème, c'est l'utilisation, l'évocation de l'argumentation de la souveraineté nationale comme excuse pour empêcher les débats sur les questions des droits humains. C'est préoccupant qu'à ce moment, ça c'est une question qui revient toujours dans tous les débats en matière de droits humains. Ça paraît que les droits à la souveraineté nationale a une certaine suprématie sur les questions des droits humains au niveau global. Vous parlez par exemple, de la montée de l'unilatéralisme et de l'impact que ça peut avoir sur votre travail en matière de promotion des droits de la personne. Qu'est-ce que la transformation du rôle traditionnel des États-Unis dans ce domaine-là, quel impact est-ce que ça a eu sur votre travail plus spécifiquement? Oui, certainement, c'était une période intéressante parce que si je peux constater l'interaction qu'il y a eu avec les différentes administrations américaines pendant 27 années, c'était la première fois que j'ai constaté d'un côté un questionnement fondamental du système multinational. Les mesures de sanctions qui ont été imposées sur plusieurs pays, ça a eu un impact direct sur la population des pays comme Venezuela, par exemple, ou Iran, ou la Syrie. Et je pense que le système des Nations Unies des droits humains, en général, ils ont perdu un poids très important pendant les dernières années. Je pense que le monde a besoin d'avoir une contribution constructive et participative d'un pays qui a contribué beaucoup au cause des droits humains. J'évoquais avant le rôle du Conseil des droits humains. Les États-Unis, ils ont joué dans le passé un rôle bien important et je pense qu'il faut récupérer ces voix en matière de droits humains. Merci pour ça. Pendant votre carrière, vous avez travaillé en Afrique, en Asie, en Europe, notamment dans les Balkans, en Ukraine, dans les Amériques aussi, plus récemment. Comment est-ce que vous pourriez comparer les défis auxquels vous avez fait face entre les régions? Est-ce qu'il y a des similarités? Est-ce qu'il y a des contrastes? Oui, même si les droits humains, quand on parle de droits humains, on parle des principes universels. Il y a des différences sur les différents pays, sur les différentes
continent. On ne peut pas comparer les points de début de chaque pays ou même de chaque continent, mais il y a des choses qui je trouve étonnantes. Par exemple, à l'Europe, les systèmes de protection continentaux au niveau des institutions, comme la Cour européenne des droits humains ou bien la Convention européenne des droits humains, qui était d'application directe sur le continent, ça montrait comme un instrument très efficace. Par exemple, dans les Balkans, où il y avait une insécurité juridique et institutionnelle importante au niveau national, mais les ressources qu'il avait dans les systèmes continentaux étaient vraiment, je peux dire, efficaces et, je pense, rassurantes pour la population dans ces continents. Dans l'Amérique, il y a les problèmes, c'est le questionnement qu'il y a et la division idéologique qu'il y a entre les pays qui acceptent et qui n'acceptent pas le système continental d'application des droits humains sur l'organisation américaine. Et à l'Afrique, il y a une fragilité institutionnelle et il y a un manque de connaissances et de vulgarisation des systèmes qui vraiment empêchent une application effective d'un système continental des droits humains. Mais une chose, je pense, des facteurs communs entre tous les continents, la première, c'est la universalité des droits humains, mais la deuxième, c'est les inégalités qui sont en commun entre, par exemple, l'Amérique latine et l'Afrique, même s'il y a des éléments bien différents, comme par exemple la solidité ou la culture des fortitude institutionnelle qu'il y a. Vous comparez entre les régions, mais est-ce qu'il y a lieu aussi de comparer à l'intérieur même des pays, au sein même des régions? Et en parlant de la RDC, vous avez insisté, notamment lors d'une présentation TEDx, sur l'importance du rôle des autorités locales dans la promotion et le respect des droits humains. Est-ce que les autorités locales sont toujours en première ligne, vous pensez? Sont-elles toujours celles sur lesquelles il faut d'abord miser? Dans différents contextes, par exemple, est-ce aussi le cas au Venezuela de la même façon que c'était en RDC? Oui, je pense il y a une question en commun dans les questions des droits humains dans tous les pays, en parlant de la République démocratique du Congo, de Venezuela ou tous les autres pays. C'est la question de la volonté politique. À la fin du jour, c'est la responsabilité du gouvernement national de créer les cadres institutionnels, les cadres légaux, les conditions pour un respect, une protection des droits humains. Ce qu'on a vu dans la République démocratique du Congo, on a constaté les premiers transferts pacifiques du pouvoir dans son histoire depuis l'indépendance. Et ça, c'est un pas important, mais on a vu que ce n'est pas suffisant pour avoir une transformation institutionnelle qui permettrait pas seulement la protection effective des droits humains, mais on peut voir notre bureau constant presque les mêmes niveaux de violence avant les élections ou avec l'autre gouvernement qu'avec les gouvernements présents. Mais ça veut dire qu'il y a des choses qui ne changent pas. Et l'autre chose qui m'inquiète, par exemple, en parlant de la RDC, c'est que les processus de rendition des comptes, de justice, n'étaient pas mis en place. Et ça, c'est une question d'impuissance et manque de volonté politique. Alors, ça veut dire les élections
ne sont pas suffisants pour changer un pays. C'est un pas important, mais il faut approfondir dans la transformation institutionnelle. Il faut donner les pouvoirs et l'appui. Je pense là-bas, le rôle de la communauté internationale, c'est important pour tourner la page, mais pas seulement pour les transferts du pouvoir, mais aussi pour mettre en place un processus de transition complète avec la justice transitionnelle et les processus de rendition des comptes. Sinon, le processus électoral peut servir d'une manière dangereuse, je peux dire, pour consolider l'impunité qu'à la République démocratique du Congo, c'est presque pérenne, ou comme on peut dire, c'est un problème cyclique qui n'était pas résoudre. À Venezuela, récemment, on a constaté qu'il y a on a constaté quelques progrès d'accès qu'on a souligné et qui montre que c'est une question de confiance et une question de volonté politique. Tout l'accès que nous avons récemment au centre de détention, aux détenus, aux cas individuels, ça montre que le leadership est convaincu des avantages de donner l'accès ou de mettre en place certaines améliorations dans les conditions de détention. La situation peut changer et il faut le reconnaître. Même s'il y a beaucoup d'autres problèmes qui sont structurels. Et probablement l'autre chose, c'est constater que les processus des droits humains, qu'ils sont une partie d'un processus de transformation plus complexe, il faut les faire de manière progressive et chaque fois qu'on prend un pas, il faut les consolider avant de passer à l'autre. Un aspect particulièrement intéressant de tout ce dont vous avez parlé jusqu'ici dans les différentes réponses aux questions, c'est les défis associés à la relation entre les organismes du système des Nations unies et les États hôtes. Vous avez parlé du Venezuela, vous avez parlé de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pourriez approfondir ça un petit peu, nous parler un petit peu plus de la nature de cette relation-là entre vous, votre organisation et les États hôtes? Quels sont les problèmes principaux, des exemples de problèmes auxquels vous avez fait face, puis des solutions aussi pour essayer de les surmonter? Oui, ça c'est une question probablement la plus difficile d'expliquer de manière générale parce qu'il y a une réalité. La réalité, c'est que même si les Nations unies peut arriver dans un pays avec un mandat imposé par le Conseil de sécurité, c'est très rare les types de situations que les Nations unies ont les capacités exécutives pour remplacer les autorités nationales. Je pense seulement dans le cas des autorités transitives, comme était le cas de Timor oriental, je pense la Cambodge et Kosovo. À l'époque, il y avait une situation vraiment qui continue dans le temps. C'était au Bosnie où il y a une autorité supérieure aux autorités nationales qui s'appelle le bureau de l'haut-commissaire. Mais notre travail est surtout avec les autorités nationales. Et c'est difficile d'expliquer ça parce que pour la société civile et pour les victimes, nous représentons d'un côté l'espoir pour résoudre les situations ou les cas de violation des droits humains. Et notre rôle, c'est pas facile de l'expliquer. Notre rôle, c'est d'accompagner les autorités pour résoudre les situations des droits humains. Et sinon, ce qu'on peut faire, c'est faire les rapports, faire les dénonces publiques. Mais c'est pas normal que nous avons la solution dans notre main. Alors,
Et ça, c'est le cas même quand il y a un mandat direct imposé par le Conseil de sécurité. Dans le chapitre 7, comme il y a aux républiques démocratiques du Congo, au Mali, la République centrafricaine, au Sud-Soudan. Même là-bas, même si nous sommes là-bas avec un mandat du Conseil de sécurité, nous travaillons ensemble en accompagnement des autorités et des institutions nationales. Et c'est une limitation très importante et très difficile d'expliquer. C'est comme si nous arrivons avec un budget d'1 milliard de dollars. On ne peut pas remplacer les magistrats qui ne prennent pas les décisions. Et c'est parce que c'est très rare quand nous avons un mandat exécutif. Je rappelle seulement les questions, seulement les exemples des autorités transitionnelles. Et par exemple, même dans un pays comme Venezuela, où il y a d'un côté un besoin de changer certaines tendances des droits humains, nous avons une équipe bien petite qui travaille ensemble avec les institutions. De l'autre côté, quand le travail d'accompagnement aux institutions nationales fonctionne d'une manière, comme on dit en anglais, seamless ou effective, les solutions et le système sera plus durable et soutenable que quand il y a certaines classes de valeurs qui ont été imposées par la communauté internationale. Et d'un côté, je pense beaucoup dans l'exemple de Bosnie et Kosovo, où d'un côté, la communauté internationale a inverti le pourcentage plus haut d'argent international per capita, où il avait un mandat exécutif, et à la fin, presque 25 ans après la fin de la guerre en Bosnie, il y a encore un problème d'impunité, il y a encore un problème de stabilité institutionnelle, il y a encore un problème de culture des droits humains. Et pourquoi ça? Je pense que c'est parce qu'il était imposé. Alors, c'est l'accompagnement. Quand l'accompagnement, c'est un accompagnement effectif et un partenariat que c'est bien difficile de les créer. Et ce processus sera plus durable et soutenable dans le temps. Vous avez travaillé en Irak par le passé et ces relations-là entre l'ONU et le gouvernement hôte en Irak ont dû être particulièrement complexes, particulièrement intéressantes. Quelle marge de manœuvre est-ce que l'ONU avait en Irak, selon vous, surtout dans un contexte où la dimension géopolitique régionale, l'Iran, les États-Unis, ainsi de suite, prenait tellement de place là, dans le contexte politique irakien? Qu'est-ce qui restait pour vous? Là? Et puis, comment est-ce que vous pouviez manœuvrer dans cet espace-là? Ouais. C'est une bonne question parce que l'Irak et l'Afghanistan, à l'époque, et la ONU était vue par la population comme une institution crédible, mais qui n'avait pas les moyens comparables à ce qu'il avait les États-Unis dans les pays. Et d'un côté, était vu comme un facteur de crédibilité, de légitimation pour les processus de transition qui étaient importants. L'ONU a joué un rôle très important dans les pays en matière d'appui à la transition, par exemple dans l'élaboration des constitutions dans des pays, dans les processus de participation politique au niveau électoral. Mais l'influence à l'époque des États-Unis était bien grande. Et d'un côté,
les acteurs politiques et la population ont trouvé que les Nations Unies, même avec toutes ces imperfections, étaient plus crédibles et défendre d'une manière plus neutrale les intérêts de la population. Je me rappelle, par exemple, c'était paradoxical dans le référendum constitutionnel en Irak, comment la ONU a pris une position très forte d'appuyer un système de règles pour s'assurer la participation de la population sunnite qui se sentait à ce moment discriminée par les Kurdes et les chiites. Et c'est grâce à ça qu'il avait une participation des sunnites dans le référendum constitutionnel, par exemple. Mais c'était la même question dans la protection de la minorité chrétienne. Et je pense que c'est là où les Nations Unies ils sont probablement les points plus forts de sa crédibilité. La neutralité politique, mais la défense ferme des groupes vulnérables comme les minorités, par exemple. J'aimerais revenir sur la question de la COVID. Vous en avez parlé tout à l'heure, les contraintes que ça peut causer. Les contraintes, c'est plus évident que la COVID puisse restreindre les activités, surtout, j'imagine, dans l'enquête des droits humains. D'abord, j'aimerais que vous élaboriez sur le type de contraintes que peut apporter une situation de pandémie mondiale comme la COVID dans votre travail. Mais si les questions de contraintes ou d'obstacles sont plus évidentes, ou en tout cas plus intuitives, est-ce que vous pensez que cette situation-là peut aussi ouvrir des nouvelles opportunités sur la façon de travailler, sur l'accès que vous avez? Oui, tout à fait. Je pense que la première chose, c'est le COVID a exposé les fragilités des systèmes économiques capitalistes et aussi des pays, d'économies des pays où le secteur informel économique informel, c'est très important. Et ça, c'est la majorité des pays de l'Amérique du Sud et de l'Afrique. On a vu que les confinements ne peuvent pas être prolongés dans les périodes longues parce que le système économique ne permettrait pas la fermeture des systèmes informels de l'économie. Alors, ça, c'est un vrai problème. Et l'autre problème, c'était les risques d'expansion des COVID dans, par exemple, les centres de détention dans les pays où le système sanitaire a des fragilités. Là-bas, notre travail a devenu très important pour remplir un peu le rôle que les familiers jouent pour les détenus. Et j'ai constaté ça dans plusieurs pays, mais surtout Venezuela récemment, où il avait des détenus qui n'ont pas reçu des visites familières depuis 6 mois. Alors, là-bas, c'est important de montrer qu'avec les systèmes de protection adéquats, et les équipes jouent un rôle très important dans le soutien psychologique des prisonniers. En matière des opportunités, le COVID a montré pas seulement les fragilités del système économique capitaliste et les inégalités, mais aussi les inégalités d'accès en matière, l'importance des systèmes de communication et le développement des systèmes de communication. Et je pense que c'est une opportunité pour accélérer l'accès de toute la population au système de communication.
Aussi, la pandémie a montré l'importance de l'inversion dans le système sanitaire dans tout le monde. Et ça, c'est un autre secteur où clairement il y aura une opportunité d'invertir et d'améliorer pour empêcher une situation similaire où le collapse des systèmes sanitaires a été probablement le principal problème. C'est une chose qui, je pense, sera importante aussi, sera de renforcer le multilatéralisme, parce qu'on a vu, même si les solutions sont au niveau national, il y a encore un rôle pour les institutions au niveau continental, l'Afrique, à l'Amérique latine et à l'Europe, pour se rendre compte que la solution, ce n'est pas une question seulement économique, mais une question de coopération internationale en matière sanitaire, que c'est très, très important. Même au niveau des pays, on a constaté des inégalités. Alors, sans coopération au niveau le plus ample possible, il n'y aura pas de solution. L'autre chose que m'a étonné, c'est pas une question d'argent. Il y a d'argent. Et je pense que la réponse internationale au Covid et la réponse nationale a montré qu'il y a d'argent. La question, c'est comment on la va utiliser pour renforcer les systèmes, probablement, je pense, les systèmes sanitaires au niveau national, les systèmes éducationnels pour empêcher les inégalités qu'on a vues entre l'éducation publique et l'éducation privée dans le même pays, et aussi pour renforcer un système économique qui sera plus égalitaire que les modèles qu'on a constatés jusqu'à moment. Et on a montré, je pense qu'on a vu aussi que c'est l'État en tant qu'institution publique qui doit être renforcé partout le monde. Ce n'est pas une question de privatiser, mais plus pour renforcer les politiques de santé publique et les politiques multinationales. En terminant, comme dernière question, si on regarde un petit peu vers l'avenir, une question là, à 50 000 pieds dans les airs, quels sont les plus grands enjeux auxquels vous, votre organisation, la promotion des droits de la personne en général, quels sont les plus grands enjeux là, pour les prochaines années, les plus grands défis? D'un côté, la question d'inégalité, la question des droits socio-économiques qui sont toujours oubliés. Je pense que la communauté internationale est très bonne à souligner tous les aspects des droits civils et politiques, mais il faut trouver une manière d'être plus efficace en question des droits socio-économiques. Trouver une manière de faire les vues de développement durable, ce qu'on appelait avant les buts de millénium en réalité. Et je pense que c'est là-bas où la communauté internationale a toujours fait beaucoup de slogans et d'initiatives, mais encore on n'a pas trouvé une manière de les traduire en réalité. L'autre, comme surpasse, c'est l'argument de la souveraineté nationale, le renforcement des institutions au niveau continental, les défis transnationaux comme la migration, par exemple, ou les conflits transfrontaliers. La question de la discrimination qu'on continue en matière sexuelle contre les femmes, où il y a encore beaucoup d'inégalités qui affectent surtout aux femmes.
ça qui m'inquiète beaucoup, ce sera quel est l'avenir en général de toutes les sociétés au niveau global. Est-ce qu'on sera capable de faire cet slogan de revenir d'une manière plus forte en réalité, ou ça va rester un slogan? C'est ça qu'il faut voir si ça va devenir une réalité à la fin ou non. Plusieurs enjeux, plusieurs défis à suivre. Donc, merci beaucoup, José Aranas, de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Merci pour des réflexions qui vont nous occuper pendant encore plusieurs temps. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.